Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, retour de vacances. J'espère que les vôtres furent bonnes, les nôtres pleines de réflexion et d'écriture. À ce propos, j'ai des invités qui ont écrit, j'ai 2 livres devant moi. Le premier s'appelle Cyril Benazar. Bonjour Cyril. Et alors Cyril, vous avez écrit un roman qui s'appelle L'Affranchi. Oui. Alors, on parle de quoi? Pas beaucoup de temps, si j'ai quelques secondes. Je vais me contenter de citer Renaud Camus, qui m'a fait une préface, qui a eu la gentillesse de me faire une préface, avec des adjectifs extrêmement élogieux. Je les ai retenus par cœur, évidemment. Il parle d'un excellent roman, enlevé, vif, drôle, sexy. Ok. Ça convient parfaitement. Excellent. Je me retiendrai de lire la 4e, mais j'ai jubilé à lire la 4e de couve. Ok, bienvenue Cyril. Tariq Dali, bonjour. Bonjour. Vous n'avez rien écrit pendant les vacances, vous? Non, pas pendant les vacances. Ok, alors taisez-vous. À bientôt. À tout à l'heure. Jacques-Georges, bonjour. Bonjour à tous. Vous n'avez rien écrit non plus? Non, j'ai rien écrit, mais, Oh là là. mais ça va venir. C'est vrai. Parce que j'en ai déjà publié 2. Oui. Ça bouillonne? Même 3, à vrai dire. Mais le 4e est dans ma tête déjà un peu. Ça viendra avec le temps. Oui, excellent. Merci. Franck Martini, vous êtes le 4e et vous avez, vous aussi, écrit un livre et publié un livre. Ce livre s'appelle « Dépasser la démocratie libérale ». Ouais. Bon, jusque-là, ça va, mais ça nous a fait rire, Tariq Dali et moi, pour une république populaire. Qu'est-ce qui vous prend ? Comment dire, dépasser la démocratie libérale, on voit qu'on a un système qui est usé jusqu'à la corde, effectivement, mais quand il s'agit de le dépasser, c'est pour aller où ? Donc l'idée, c'est de réintroduire à la fois du peuple et de la démocratie, d'essayer de prendre ça à peu près au sérieux et de voir ce que ça pourrait donner en termes de points de fuite possibles. Ok. Voilà. Et donc, il y aura une suite, elle, plus pragmatique, un peu plus... voilà. Donc, en fait, c'est le tome 1 d'une saga sur la réinvention de la démocratie. Ouais, c'est assez sérieusement, parce que c'est un sujet que l'on va aborder pendant l'émission. C'est pas la démocratie, parce qu'on n'est actuellement pas en démocratie. Les démocraties libérales, c'est ce qu'on appelait au 18e les gouvernements représentatifs, qui à l'époque ne prétendaient pas être des gouvernements démocratiques. D'accord. Donc, il y a une confusion un peu entretenue sur les termes, en fait. D'accord. Ok, alors je vois que là, on pourrait durer longtemps. On va quand même se retrouver pour commencer cette émission avec 2 sujets. Le premier, c'est sur la rencontre Trump-Poutine en Alaska. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Je l'ai appelé, moi, quand j'ai envoyé les sujets aux invités, paix ou reddition. Donc, on va débattre de ça. Et le deuxième, c'était à l'origine un sujet uniquement sur le 10 septembre et sur Bloquons tout. Entre-temps, François Bayrou a mis sa présence au gouvernement, enfin sa tête de gouvernement en balance avec un vote de confiance. On va voir de quelle manière ces 2 événements peuvent se réunir et quelles conséquences ils peuvent avoir. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour approfondir tout ça. À tout de suite. Alors, il y a donc 15 jours environ, le 15 août, en Alaska, donc terre toute proche de la Russie, juste en face, détroit de Bering les sépare, Trump et Poutine se sont rencontrés, suscitant beaucoup d'espoir pour une paix éventuelle, en tout cas tracer les voies d'une sortie. Manifestement, les voies de sortie ne sont pas faciles à trouver et l'espoir est retombé. Maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est une question pour rien? Est-ce que c'est une réunion pour rien? Ou est-ce qu'il y a des bonnes choses à en sortir? Qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, c'est toutes ces questions que je vais vous poser. J'en ai en fait listé une vingtaine que je vais poser aux invités. Le premier qui se lance, c'est Tariq. Tariq, alors, pour rien ou pas? Je ne sais pas. C'est-à-dire que il y en a manifestement qu'un seul qui souhaite vraiment la paix, il s'appelle Donald Trump. Oui. Le problème, c'est que tous les autres n'en veulent pas. D'accord. Donc, c'est la reddition va remplacer la volonté de paix, si on continue comme ça. La reddition de l'Ukraine. Évidemment, parce que là, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on continue à faire tuer des Ukrainiens par milliers, par dizaines de milliers, et des Russes aussi. Mais je ne vois pas comment l'Ukraine peut faire autrement que de se rendre si elle refuse la paix.
C'est-à-dire que Poutine continue tous les jours, il continue à bombarder, il continue à tuer, il continue à occuper des territoires. Donc il n'y en a qu'un seul qui veut arrêter la guerre, il s'appelle Donald Trump. Tous les autres, à commencer mais par... Mais le veut-il vraiment? Pardon, parce que... Bien entendu. Première puissance au monde, qui n'est pas capable d'imposer sa volonté. Sa volonté. Il faut se poser la question, non? Excusez-moi, mais enfin, il a fait ce qu'il a pu, mais lorsque vous avez tous les dirigeants de l'Union européenne, à 2 ou 3 exceptions près, qui appuient sur le frein, qui ne veulent pas en entendre parler. Lorsque vous avez deux pays neutres, lorsque vous avez 2 pays neutres qui n'ont jamais jugé bon d'être autrement que neutres, la Suède et la Finlande, lorsqu'ils avaient l'URSS à leur porte, et quand c'est la Russie, tout de suite on adhère à l'OTAN. Qu'est-ce que vous voulez lorsque vous avez toutes ces forces centrifuges? C'est la faute de ces pays-là? Mais bien entendu, à commencer par Macron. Madame von der Leyen et Madame Callas, je voudrais pas déflorer mon coup de gueule dont je vais parler tout à l'heure, mais voilà, lorsque vous avez Trump au bout d'un moment, il va dire débrouillez-vous tout seul, moi c'est fini, j'allonge plus le pognon. C'est possiblement ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'un jour, il dit voilà, on le sent un peu venir. S'ils veulent se ruiner à faire tuer tout le monde, qu'ils le fassent, mais sans moi. Jacques-Georges. Moi, je voudrais dire une chose. Je pensais que Tariq, en général, dit à peu près exactement ce que je pense aussi. Mais là, il y a une nuance quand même. Moi, je pense que cette réunion, une nuance. Ah oui. Je pense quand même que cette réunion a été importante. Pourquoi ? Parce que elle a posé le problème dans sa vérité, pas cachée, mais enfin quand même cachée des médias. À savoir que jamais le problème n'a été un problème entre l'Ukraine et la Russie. Le problème, c'est toujours, ça a déjà été depuis des dizaines d'années, une rivalité entre les USA et la Russie. Je pourrais développer parce que j'ai fait des missions en Russie en 2000 au moment du passage. Je peux vous dire que c'était déjà une colonie américaine. Attendez, la guerre est due au fait que l'Ukraine est une colonie américaine ? L'Ukraine n'est qu'un prétexte, c'est un lieu de bataille, c'est un champ de football, c'est un champ de football. En fait, le vrai problème, c'est celui de la volonté affirmée, structurelle des États-Unis d'affaiblir, voire même de diviser la Russie. Tout le reste, c'est des conséquences. Et la Russie, l'Ukraine, c'est un champ de bataille parmi d'autres. D'ailleurs, c'est ce que je dis là, c'est pas du tout révolutionnaire ni nouveau. Rubio, le secrétaire d'État, Marco Rubio, lui-même, l'a dit lui-même, je pourrais vous retrouver le texte exactement, c'est un proxy war. C'est une guerre par l'intermédiaire d'autres. Absolument. C'est une guerre qui se trouvait en Ukraine comme elle pourrait se dérouler en Géorgie ou n'importe où ailleurs. C'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine, donc elle a choisi le champ de bataille, non? Je répète, la guerre dure depuis 11 ans et pas depuis 3 ans. Soyons sérieux. Oui, depuis l'invasion de la... 2014 et même bien avant. Bien sûr, les Ukrainiens sont d'accord avec ça. Hein. Bien sûr, pour dire que la guerre date depuis l'invasion de la Crimée. En fait. Non. La guerre de 1991. Depuis qu'on a provoqué des émeutes à Maïdan, que les Américains ont destitué, ont fait partir un président légitimement élu pour le remplacer par un type qui s'alignait sur eux. Et c'est pour ça que mon cher Jacques, il dit qu'il est avec moi. On va faire le tour parce que je sais. Alors, moi, je vais servir un petit peu d'agent provocateur. Jacques, le réalisateur me dit. Jacques, le réalisateur, et Tariq, le réalisateur, me dit dans l'oreille, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Alors, je vais jouer un petit peu l'agent provocateur. Certains disent qu'en réalité, la Russie est en train de perdre cette guerre. Et que c'est Poutine qui essaye de transformer une défaite sur le terrain en victoire géopolitique. Pourquoi certains disent que ce serait une défaite sur le terrain ? Parce qu'en réalité, il n'arrive pas à grignoter grand-chose. Il a des forces énormes. Il n'arrive pas à grignoter grand-chose, mais l'Ukraine grignote encore, mais se fait grignoter. Je n'ai pas vu l'Ukraine grignoter. Mais il y a un tel déséquilibre en termes de force et de population qu'on aurait pu s'attendre à un résultat plus rapide. Les milliards de dollars que nous déversons sur l'Ukraine et les armes, etc. Alors, OK.
Allez, Cyril Benazar. Moi, je dirais que j'ai plus qu'une... Ma réponse à l'agent provocateur, votre réponse à l'agent provocateur? L'agent provocateur, moi je dirais d'abord qu'il y a plus qu'une nuance qui me sépare de mes deux camarades. Là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre. Oui. Effectivement, il y a une lutte d'influence mondiale entre les États-Unis et la Russie, bien sûr, qui date d'avant du temps de l'Union soviétique. Simplement, ça n'aurait pas pu se passer ailleurs qu'en Ukraine. Enfin, je veux dire, ça n'est pas par hasard que c'est l'Ukraine. Il y a quand même... à l'origine de ça, la volonté des Ukrainiens, affirmée, réaffirmée, et dans leur combativité et dans leur persistance dans la guerre, à vouloir rester un État souverain. Et le fait que ça a été jadis une partie de l'Empire soviétique ne change rien. Comme plein d'autres pays, d'ailleurs. On pourrait dire la même chose de la moitié de l'Europe, de la Pologne, faisait partie historiquement de l'Empire russe. Oui, de l'Empire russe. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça change? L'Algérie faisait partie de l'Empire colonial français. Non. Est-ce pour cela qu'il faut absolument les reconquérir et faire la guerre avec... C'est un point de vue, c'est un point intéressant. C'est en fait... Le 19e siècle, c'est pas le 9e. Enfin, on laisse Cyril... Le 20e siècle, notamment la deuxième partie, avec une notion qui est souvent oubliée dans nos débats ici, c'est la volonté des peuples, l'autodétermination, la volonté des peuples de décider quelle est leur souveraineté. Mais quelle Ukraine et surtout, à quel modèle de société ils veulent appartenir, lequel ils veulent rejoindre. Et il me semble que les Ukrainiens se tournent vers l'Ouest, se tournent vers l'Europe, et pas vers leur ancien domaine. En réalité, quelle Ukraine? Ok. Oui. Alors, Franck Martini, peut-être en réaction à ce que vient de dire en réaction, il y a peut-être venir d'abord sur la question, puis en réaction. Alors, il est vrai que si aujourd'hui la paix intervenait dans 3 mois, on pourrait considérer que la Russie a perdu. La Russie, on est parti quand même d'un point où l'Ukraine fait partie du monde russe. L'Ukraine est attachée économiquement, culturellement, linguistiquement à la Russie. 10 ans après, le monde russe se rétrécit. S'il reste que le Donbass qui est récupéré par la Russie et que derrière on a une Ukraine totalement tournée vers l'Occident, éventuellement qui rentre dans l'Union européenne, dans la durée, c'est une défaite russe. Pour qu'il y ait une victoire, qu'on puisse dire qu'il y ait une victoire russe, ce serait même pas une victoire en soi, ce serait revenir à un statu quo ante. Ce serait que l'Ukraine soit effectivement totalement neutralisée, avec un régime favorable comme la Biélorussie, à Moscou, et avec des gains territoriaux russes plus significatifs que ça. Donc, en l'état, s'il y a une paix, même si sur le simple événement de la guerre, on pourrait dire c'est la Russie qui a gagné, mais dans le déroulé de l'histoire, on pourrait dire tout aussi bien la Russie a perdu. Donc je pense que ça, il y a un fond de vérité en disant que la Russie perd la guerre, c'est-à-dire elle perd une guerre qu'elle gagne en quelque sorte. Voilà. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce jour, et c'était les termes apparemment de ce qui s'est négocié entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vous avez compris ce qui s'est négocié, Tariq ? Apparemment, ce qui s'est négocié, c'était que les quatre provinces russophones, et dont la population, et d'ailleurs on le voyait aux élections législatives présidentielles en Ukraine, on voyait que c'était toujours les candidats pro-russes qui gagnaient dans ces régions-là. Donc c'est une région russophone, c'est des régions russophones où il a été interdit d'apprendre le russe, où il a été interdit de parler le russe. Et donc ces régions-là reviendraient à la Russie. Mais effectivement, on ne reviendrait pas à l'Ukraine russe de toujours. Oui, donc ça recule. Mais j'en sais rien. Pour faire main basse sur l'Ukraine. Je ne sais pas. Non, ça, c'est vous réagir. Non, mais pardon, il faut se souvenir de l'événement. C'est vous qui le dites. Ils ont sauté sur Kiev. Ils ont sauté, c'est ça. Ils sont allés sur Kiev pour renverser le gouvernement. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il avait un gouvernement hostile qui a interdit l'enseignement du russe, qui a interdit l'usage du russe. Un des mobiles essentiels, c'est quand même la volonté de protection des populations russes. Jacques, une seconde. Franck Martini termine. Qu'est-ce que c'est l'Ukraine ? Ça date de quand ? Ah bon, pardon. Il termine et Jacques, je vous donne la parole. Pour réagir à ce que veulent les Ukrainiens, on n'en sait rien du tout. Il aurait fallu organiser des référendums à peu près correctement tenus dans chacun des oblasts pour voir comment ils se positionnent. On n'en sait rien. Maïdan... Vous reconnaissez que c'est impossible actuellement d'organiser la moindre élection et référendum. C'est qu'on ne l'a jamais voulu. Le Maïdan, est-ce que c'est la volonté du peuple ukrainien ? Absolument. Le peuple ukrainien. C'est exactement ce que j'ai dit tout à le Donc on n'en sait rien. Si, on le sait, parce qu'il y a des élections qui sont organisées. Les élections qui ont été organisées, on a M. Zelensky qui s'est fait élire sur un programme de paix, de réconciliation entre la partie ukrainienne et la partie ukrainienne russe. On n'en sait rien du tout.
Si je pense que les russophones avaient vu le programme effectif appliqué par M. Zelensky, peut-être que ce dernier n'aurait pas été élu. Donc, si, on sait. Personne ne peut dire aujourd'hui quelle est la volonté du peuple ukrainien, si tant est qu'il existe un peuple ukrainien homogène. Parce que si on lève les Hongrois, exactement, si on lève les Polonais, si on lève les Russes, je ne sais pas qui est-ce qui est ukrainien et qui n'est pas ukrainien dans cette histoire. Mais alors, cette remarque-là, elle est valable pour énormément de peuples en Europe centrale et même dans le reste du monde. Qu'on a quand même une petite et peut-être même de la France il y a 300 ans. Oui. On a quand même, si les Russes si les Ukrainiens étaient nostalgiques du modèle russe, ils auraient accueilli l'armée russe en libérateur. C'est pas du tout ce qui arrive dans une bonne partie du Donbass. Acharnement. C'est ce qui s'est passé à Mariupol. Voilà. D'accord, mais alors on peut isoler ces oblasts et en discuter à part, mais pour le reste de l'Ukraine, il me semble que ça fait pas c'est exactement le sujet. Non, c'est pas ce qu'a essayé de faire la Russie au début. Ils ont sauté sur Kiev pour oui, c'est exactement ce à quoi je pense. Ils ont sauté sur Kiev pour renverser le gouvernement. C'était pas juste grignoter des territoires. Oui, mais bon, ils se sont trompés. Jacques Georges. Alors, on parle de l'Ukraine. En fait, il faut d'abord distingué entre l'Ukraine ukrainienne et l'Ukraine russe. Parce que c'est une circonscription administrative au départ. 1991, ça s'est fait dans Qu'est-ce qui est une circonscription la manière dont l'Union soviétique a disparu, a été divisée en États, est un peu administrative, n'a pas été réfléchie, ça s'est fait dans la précipitation. Il faut voir l'état dans lequel était la Russie à ce moment, enfin l'URSS à ce moment-là. Moi, je vous dis, j'ai fait une mission de quelques mois en Russie à ce moment-là. Juste au moment du passage, je peux vous dire que c'était épouvantable. C'était la fin du monde. Il y avait des petites vieilles qui vendaient 2 citrons pour ne pas mourir avant la fin de la journée. Bon, donc ça c'est l'Ukraine qui a pris son indépendance. C'était une Ukraine qui comprenait une partie ukrainienne qui effectivement avait des raisons de se sentir à l'ouest, et puis une autre partie qui est en train de se rattacher. Attendez, vous êtes en train de dire que c'est une reconfiguration qui a lieu et qui va avoir lieu dans d'autres pays, c'est ça ? Absolument. Le risque existe. Et je dirais que la Russie ne fait que rétablir ce qui aurait dû être réfléchi au point de départ, c'est tout. Non, mais je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. On sait, puisque vous avez vu successivement, vous avez eu des présidents pro-russes et des présidents pro-européens en Ukraine. Et tout ça, pourquoi ? Parce que au fur et à mesure des élections, on voyait comment votaient les différentes régions. Et on voyait bien qu'à l'Est, c'était systématiquement les candidats pro-russes qui gagnaient. Donc on a une petite idée quand même de qui veut rejoindre la Russie. Et toutes les oblasts... il faut pas oublier qu'en 80 ans, il y a un référendum... Les oblasts que convoite Poutine à l'Est, voilà, ils sont russes. Ok. En 91, il y a eu un référendum en Crimée, organisé par la Crimée elle-même, pour rejoindre la Fédération de Russie. Et ce référendum, c'était un oui extrêmement massif. Il a été refusé par l'État ukrainien naissant sur des problèmes, sur des prétextes constitutionnels. Mais on voyait bien qu'il y avait une volonté, de toute façon, au moins d'une partie de l'Ukraine, de dire, nous, notre destin politique, culturel, historique, c'est la Russie, c'est pas l'Ukraine. Ok. Quand bien même ce serait le cas, le fait de franchir le cas. Non, on peut franchement en douter, parce que les élections qui sont organisées dans ces régions-là, on a des tas d'images de bourrage d'urnes, de fraudes massives et éhontées. Mais même quand la Crimée est redevenue russe en 2014, il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré. C'est un point important. C'est un point important, la tenue d'élections, le contrôle. Le doute peut planer, mais quand bien même la Russie aurait une légitimité à revendiquer ses oblasts, ça n'est pas en franchissant une frontière avec des chars que ça peut se faire. Et je pense que c'est ça qui doit être intolérable pour le monde entier. C'est qu'il y a un droit international. Ça faisait 8 ans. Sauf que ça amène... Ça faisait 8 ans que l'Ukraine passait son temps à attaquer, à bombarder la Russie. Je trouvais la Russie extrêmement patiente. Regardez les bases de l'OTAN. Oui. Regardez ce qui s'est passé entre 91 et 2014. Et au-delà, évidemment. Regardez ça suffit. Allez-y, ça suffit précisément. La Russie a été encerclée de façon réfléchie, de façon
structurelle, de façon définitive. La Russie a été encerclée en vue d'être divisée, affaiblie et divisée et exploitée. Voilà. C'était ça l'idée. Mais il y a quand même le reste on n'est que des on nous a même conséquences. quasiment expliqué que la Russie voulait la guerre parce qu'elle avait placé son pays à côté des bases de l'OTAN. En gros, c'est Oui, non, j'irai pas jusque-là. Pardon, ça c'est En une, gros, c'était ça. c'est une blague. Il y a quand même n'empêche- quelque Mais dans chose- une plaisanterie, il y a toujours un peu de plaisanterie quand même. Il y a quand même un truc qui explique. Cyril Benassar. Alors, ce que vous venez de dire, c'est ce que vous avez dit précédemment sur l'état déplorable de la Russie à une époque avec ces vieilles dames qui vendaient leurs citrons. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui a totalement échoué économiquement, d'accord, on est bien démocratiquement, d'accord. Ça, on est tous dans d'accord. tous les domaines. Et il y a des pays satellites, des pays frères, qu'on appelait frères, des démocraties populaires, quand on se souvient de ce terme, c'est assez hallucinant, qui ont décidé eux-mêmes de changer de modèle, de se tourner vers l'Occident, vers l'Europe, vers le monde libre. Et le fait qu'ils aient accueilli des bases de l'OTAN, c'est leur droit le plus strict. Alors, Et c'est leur volonté et aussi c'est leur volonté d'être d'être certain de ne pas protégés. être pris. C'est une garantie de survie pour eux. C'est pas une garantie de survie. Pourquoi? Parce Pardon. qu'il y a l'ours Quand va vous- revenir les manger. Enfin, il faut rester. Et c'est ça la peur. C'est ça la peur. Non, des gens, c'est probablement pas la vraie peur. De toute façon, si vous voulez des garanties de sécurité, je pense que elles c'est pouvaient ça, la très vraie bien se discuter, ces garanties de sécurité, sans forcément Poutine. adhérer à l'OTAN. Pardon, je ne sais pas quelle est votre connaissance des pays de l'Est, Non, mais- mais il y a dans les pays de l'Est, dans les habitants qui ont 40, 50 ans, c'est-à-dire qui ont grandi sous le régime communiste, il y a une vraie peur mais bien que ça entendu. revienne. Mais bien entendu. Mais pas en Hongrie, par Mais exemple. pas en Hongrie. en Mais bien- Hongrie. mais bien- Et pourtant, la à Hongrie. commencer par la Hongrie. Non, la On a Hongrie. commencé par la Hongrie et la Non, mais Pologne. la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie en ont souffert, nous sommes tous d'accord. Était capable de se battre contre les troupes soviétiques. C'est vrai. Et aujourd'hui, paradoxalement, c'est un faux paradoxe d'ailleurs. Aujourd'hui, justement, la position de la Hongrie est originale et à mon avis d'avenir. Et c'est la seule pour moi qui Ouais, enfin, personnellement. c'est vrai, mais c'est me le- C'est un paraît- faux qui me- paradoxe parce que les Hongrois ne confondent pas Russie et Union soviétique. Et là, je Exactement. trouve qu'il y en a Voilà. beaucoup Mais- trop qui confondent Les les deux. Hongrois, il y a aussi des raisons idéologiques qui font qu'ils se méfient de l'Europe, qui accueille des migrants, qui met des LGBT. Oui, oui, mais c'est les c'est contre Hongrois ça n'ont qu'ils pas se peur de la révoltent. C'est Russie pas en règle parce qu'ils- générale. Parce Voilà. qu'ils sont nostalgiques du Ils se soviétisme. mais ils se oui, révoltent absolument. contre ça et ils ne confondent pas Russie et Union soviétique. Non, mais ils n'ont pas du tout envie quand d'être annexés on par la nous vend Russie. cette ils en idée parlent. que- Attendez, là vous parlez tous ensemble. Rappelez-vous que c'est une émission où il faut que les gens entendent parce qu'autrement on ferme l'antenne et on boit un coup chacun et Oui, on fait un mais truc comme à la Franck, maison. Il ne faut pas choisir ce sujet-là à ce moment-là. Oui, c'est ça. J'adore, effectivement, c'est de ma faute. Alors, on va prendre 3 minutes en plus. Non, Cyril, on va avancer. Sur Trump, vous savez le surnom que Trump a, Taco. Oui. Trump always chicken out. Autrement dit, Trump la poule mouillée, celui qui parle et qui ne fait pas. Là, dernièrement, Trump a dit le seul moyen de faire avancer le sujet, c'est d'imposer des sanctions économiques beaucoup plus fortes à la Russie. Est-ce que vous pensez que ça va se faire, premièrement, et que c'est un levier qui va faire avancer Ça va Poutine pas se faire. vers la paix? Et c'est absolument pas un levier. De toute façon, Trump, il devra composer avec le fait que la structure de la situation va empêcher littéralement de trouver un accord de paix, ne serait-ce que pour des raisons intra-ukrainiennes, pour des raisons intra-russes et pour des raisons intra-européennes. Ça commence à faire beaucoup. Donc ensuite, il pourra s'amuser à jeter de la poudre de perlimpinpin et à faire des sanctions. De toute façon, le commerce entre la Russie et les États-Unis, c'est quand même pas déterminant. C'est pas ça, les sanctions ne sont pas sur le commerce et sur entre les deux. et sur les sanctions secondaires au regard des clients de la Russie en termes de pétrole, ben, il est déjà en train de discuter avec M. Modi, mais ça n'a pas besoin d'attendre ce qui va se passer dans les prochaines Vous négociations. pensez que ça va pas? Non, Je négociations. fais un petit tour de table. Jacques-Georges sur... Moi, je pense que les bases sont établies entre Trump et Poutine, et je pense que c'est sur une base de révolution conservatrice qui est très puissante, qui personnellement me dit beaucoup, pour laquelle j'ai une puissante sympathie de long terme et de principe. Bon, ceci étant dit, maintenant, ça suffit pas à faire un miracle, hein, mais je pense quand même qu'à long terme, les bases sont bonnes. Je pense qu'il y a une volonté Trump a une volonté de paix, et ça, c'est toute sa noblesse, et je pense que ça va aboutir, quelles que soient les réticences, quel que soit le bellicisme déplorable. Donc ce sera sur l'impulsion de Trump. masochistes des Européens. Donc c'est sur l'impulsion de Trump. Vous pensez que Trump est un peacemaker, on va dire? Absolument. Oui, ok. Je ne crois pas qu'il vienne le pouvoir, là. Voilà, la question c'est est-ce qu'il en est capable? Il essaye. Donc, Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire. sur les sanctions économiques, vous voulez... Non, il n'y aura pas de sanctions économiques. Donald Trump essaie de travailler avec la Russie. On a perdu 35 ans.
parce que en 1990, lorsque la guerre froide s'est terminée, Ronald Reagan puis George Bush étaient prêts à négocier avec Yeltsin puis Poutine. Derrière sont arrivés les démocrates qui sont repartis sur la doctrine Brzezinski. Il faut que la Russie soit divisée, il faut que la Russie soit un ennemi. Donc Trump essaie de revenir 35 ans en arrière. J'espère. On a perdu 35 ans, je ne sais pas si on va y arriver. Cyril Benazar aussi. Attendez. Moi, je pense que les sanctions peuvent être accentuées et peuvent avoir un effet. Je crois que Trump a tellement la main sur le monde entier, notamment avec le levier des tarifs douaniers. Les tarifs douaniers appliqués à l'Inde sont passés de 25 à 50%. On peut se demander si... C'est catastrophique économiquement pour l'Inde. On peut se demander si dans la négociation, il n'y avait pas le fait que l'Inde achète le pétrole russe pour les en dissuader. Donc, ça peut marcher. Moi, je pense que Trump peut perdre patience et puis finir par comprendre qui ne veut pas faire la paix dans cette histoire, et puis durcir le ton, et que ça peut marcher. Mais personne ne veut faire la paix. Tu sais... on en a fini. Paix, oui. Messieurs, l'Amérique va très mal. Il ne faut pas oublier ça aussi. Très, très mal. OK. C'est un autre débat. Oui. Mais ça n'est pas sans conséquence sur, effectivement, sans garder les chiffres, sa capacité d'action. C'est pas évident. Allez, messieurs, merci. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Allez, rebonjour. Sujet numéro 2. Alors, François Bayrou a demandé un vote de confiance à l'Assemblée nationale. 8 septembre, ça risque de provoquer sa chute et donc l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Parallèlement à ça, il se développe sur Internet et semble-t-il de manière un peu plus concrète un mouvement qui s'appelle Bloquons tout et qui, lui, appelle à bloquer la France le 10 septembre, c'est-à-dire 2 jours après le vote de confiance, sans doute funeste, pour Bayrou. La question, c'est... Alors, j'en ai plein, encore une fois, mais est-ce qu'il y a un agrégat des mécontentements, ceux de l'Assemblée nationale et les mécontentements populaires qui s'expriment de quantité de manières? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose, cette histoire? Ou est-ce que ça va faire pchit, à la fois parce que Bayrou va être remplacé par un autre, qui va lui ressembler redoutablement, et parce que le mouvement Bloquons tout va devenir une sorte de gilet jaune sans suite, quoi. Cyril? Moi, j'ai peur que vous ayez raison, c'est-à-dire que ça devienne une forme d'une sorte de gilet jaune sans suite. Et je pense qu'on devrait tirer les leçons du passé récent et voir que les gilets jaunes, comme beaucoup de journées de blocage, jours de colère, il y a eu beaucoup de mouvements initiés comme ça. Ça commence par Nicolas qui paie, c'est-à-dire le contribuable qui se demande où va l'argent. C'était Jacqueline Moureau, je crois, oui, qui avait lancé ça. Et puis ça finit par Free Palestine, quoi. Ça finit par être récupéré par l'extrême gauche, par Mélenchon. Ça, c'est la deuxième phase. Et puis la troisième phase... vous pensez que c'est un tulle... C'est à redouter. La troisième phase, c'est les pillages et les saccages, c'est-à-dire que c'est la racaille qui vient faire ses courses en cassant des vitrines. Ça va être inévitablement ça, je le crains. Et moi, je pense que la rue est le territoire de l'extrême gauche. Maintenant, c'est devenu ça, c'est-à-dire que la France profonde, la France qui contribue, qui est honnête, qui la ramène pas, son terrain, c'est les urnes. C'est dans les urnes que la révolution doit se faire. Ça n'est pas dans les rues, parce que ça, c'est toujours récupéré. Ça laisse toujours une mauvaise image des mouvements qui l'ont initié, parce que les gens qui, dans leur télé, voient Paris à feu et à sang, finissent par voter pour le parti de l'ordre, en l'occurrence le parti au pouvoir, c'est-à-dire Macron, et c'est tout ce qu'on aura. Donc moi, je ne ferai pas partie de cette manif traîne savate et razzia à la fin. Ça, c'est sûr. Et pourtant, vous êtes comme d'autres, plutôt mécontent de ce qui se passe en France actuellement et sensible à un certain nombre de causes, la fiscalité, la représentativité démocratique. Oui, alors, je suis sensible à un certain nombre de causes, avec une cause qui les dépasse toutes, pour moi, c'est le grand remplacement, c'est l'invasion migratoire. Tout le reste, je dois dire que la retraite, le pouvoir d'achat, je m'en fous un peu, c'est totalement secondaire, quoi. D'accord. C'est l'avenir de notre civilisation française qui m'inquiète beaucoup, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de révoltes, de mouvements populaires de cette ampleur pour cette cause qui est existentielle, et qu'il y en a beaucoup pour un peu plus de retraite, un peu plus de remboursement santé. Bravo, Jacques Georges. Franchement, alors 100% d'accord, 101% même. Bon, moi je voudrais simplement lister les revendications. Oui.
Ça serait triste. Enfin, ça serait drôle si c'était pas tragique. Hein. Retrait total du plan Bayrou. Maintien des jours fériés. Rejet du gel prévu des pensions et prestations sociales. Arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique. Hausse des salaires et des retraites. Réinvestissement massif dans les services publics. Voilà, ça c'est tout à fait en ligne avec notre situation bien connue. 150 milliards de déficit budgétaire, 3300 ou 3400 milliards d'endettement, une situation dramatique où le FMI et la BCE sont aux portes pour prendre le pouvoir. Et il faut voir, ça va être autre chose que le petit plan Bayrou de 44 milliards avec le gel des prestations. Le gel des prestations et des salaires, non seulement ça va de soi, il ne devrait même pas y avoir de discussion. Les 2 jours supplémentaires ne devraient pas y avoir. C'est le début du début. Donc vous déplorez quoi? Vous déplorez ce jour. C'est le bordel, c'est tout. Parce que le 10, le bloquons tout, c'est le bordel pour vous, c'est ça? Bloquons tout, qu'est-ce que c'est? C'est pas un programme, ça. Oui. C'est lamentable. On est en train de vous dites un gilet jaune sans. Pourtant, plein de gens qui nous regardent sont intéressés par ce mouvement. Un gilet jaune sans issue, c'est un pléonasme. Parce que quand on voit ce que ça signifie réellement, quelles sont les revendications qu'on fait, c'est surtout arrêtons de faire des économies et surtout taxons les riches. En gros, c'est ça. Mais donc la rue est impuissante. Complètement en détaché des réalités. Et ça va nous coûter cher parce que ça va nous tomber sur le coin de la figure de façon violente. C'est-à-dire Franck Martini. Typiquement des revendications de gauche. C'est-à-dire au départ, ça a quand même été initié par le mouvement Nicolas Quipé. Ça a été subverti. Ça vient pas de la gauche, a priori, non, ça vient ce pas Non. mouvement. Ça a été subverti. Donc ça part sur le mouvement Nicolas Quipé, qui n'est pas du tout sur cette liste-là. Petit à petit, finalement, apparaît bloquons tout. Mais bloquons tout, c'est effectivement un mode de contestation, mais qui est un mode de contestation probablement de segments de la population qui essentiellement sont à gauche. Et derrière, cerise sur le gâteau, c'est récupéré par LFI, et donc ça va donner ce que ça va donner. Mais est-ce que c'est pas un mouvement de gens qui disent mais attends, on en a marre, on sait plus comment faire. Oui, c'est exactement ça. Mais quand la marmite boule, elle fait pas qu'une bulle en fait. C'est-à-dire que bien entendu, il y aura il y a cette contestation, puis demain il y en aura une autre, et puis demain après-demain il y en aura encore une autre. Plus forte, ça, il y a pas de souci. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance ce qui va se passer le 10 septembre, parce que de toute façon, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça va recommencer plus fort. C'est comme ça qu'il faut le lire. Mais jusqu'où? La question, c'est on se demande si ça, c'est pas le mouvement qui va agréger toutes les oppositions. Mais je n'ai pas besoin d'agréger des oppositions. On est dans une situation où on a une crise sociale, une crise institutionnelle. Ça se cumule. Il y a une crise sociale parce qu'il y a structurellement un problème économique majeur. Et que face à ça, on a des gouvernants qui ne peuvent pas gouverner parce qu'il y a une main de fer de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est incapable de faire de la politique qui permettrait de sortir de la situation. Ce qui veut dire que la marmite, elle va gentiment continuer à bouillir. Et puis à un moment donné, les choses vont casser. Ça peut casser de 2 manières. Soit c'est le FMI, la BCE, les plans d'austérité qui sont pilotés d'en haut avec une remise à plat qui va être un peu terrible. Soit effectivement, ça monte en puissance du point de vue populaire et ça débouche sur des violences qui peuvent s'apparenter à une forme de guerre civile. Alors, attendez. Je vais vous citer un homme que vous adorez. Gabriel Attal. Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout récent. Il a dit, on réfléchit avec un système qui date en gros de 1945, post-Seconde Guerre mondiale, alors qu'on est en 2025. Et qu'en fait, on réfléchit sur de mauvaises bases et qu'on n'arrive pas à changer de logiciel. Je me suis demandé si ça n'avait pas un rapport avec ce sujet-là, ce que j'ai entendu. Non, mais parce que c'est Gabriel Attal. C'est démonétisé pour vous. Gabriel Attal m'intéresse assez peu, c'est du baratin. Ça vous aide pas à réfléchir? Ça m'intéresse pas du tout. En revanche, je crois que Cyril a tout dit depuis le début. Cette histoire-là, c'est les gilets jaunes en accéléré. Les gilets jaunes étaient partis de la droite. Ils ont mis un certain temps. La gauche a mis un certain temps pour le récupérer avec l'aide de Macron. Parce que ça lui a permis de saboter le mouvement, ils ont saboté le mouvement, et donc ils ont compris la leçon. On s'est replié sur le parti de l'ordre. Voilà ce qui s'est passé. Or là, avant même que le mouvement commence,
qui est parti de droite, qui est parti de gens qui en ont ras-le-bol de payer, qui en ont ras-le-bol d'être maltraités, qui en ont ras-le-bol d'être censurés, qui en ont ras-le-bol de tout ça. D'être envahis. D'être envahis, absolument, comme l'a dit Cyril, comme oui. Jacques. Non, on est d'accord. Et ça a été, avant même qu'il commence, l'extrême gauche l'a récupéré. Moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et malheureusement, nous sommes tous tombés là-dedans, c'est qu'à partir de là, on ne peut plus y aller. Donc ça va être un mouvement d'extrême gauche et effectivement Jacques a parfaitement énuméré toutes les revendications, c'est-à-dire le truc habituel de l'extrême gauche, il faut casquer, il faut faire payer les riches. Donc votre pronostic sur le 10 mon pronostic, c'est que septembre, c'est rien. Ça va être c'est pas que ce soit rien, c'est que ça va être la chienlit d'extrême gauche comme d'habitude et qui c'est qui va en profiter comme d'habitude Macron, qui va remettre sa chape de plomb, toujours la dérive totalitaire, la dérive, voilà. Pardon, il y a d'autres partis qui peuvent en bénéficier. Je vois pas. Il y a le gouvernement. Est-ce que le gouvernement bénéficie ? Est-ce que le gouvernement a bénéficié des Gilets jaunes ? Il a contrôlé le mouvement. Est-ce qu'il en a profité ? Il est toujours là. Il est toujours là. Est-ce qu'il en a profité ? Il est toujours là, il a été réélu. Voilà. Je pense que d'une certaine façon, indirectement et a posteriori, oui, le gouvernement profite toujours de ces choses-là. Parce que des manifs qui finissent par des images de meutes qui foncent sur des policiers pour les lyncher, évidemment, ça provoque le rejet d'une partie de la population, même si elle adhérait, est-ce qu'il y a 80% aux premières revendications des Gilets jaunes. Donc ça, évidemment, ça renforce le parti de l'ordre, le pouvoir. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que je me souviens qu'au moment des Gilets jaunes, je ne sais plus si c'était un peu avant ou un peu après, il y a eu des élections avec un taux d'abstention record. Je me souviens de la colère de Julien Oudoul qui disait « Où êtes-vous ? Où êtes-vous ?» C'est-à-dire que dans tous les sondages, les gens disent à 80%, on ne veut plus d'immigration, qui veulent un référendum d'initiative populaire, qui veulent un certain nombre des choses qui sont dans le programme du Front National. Et puis au moment de voter, on ne sait pas où sont les gens. Et ensuite, ils viennent vociférer dans la rue, casser. Je me souviens de l'Arc de Triomphe. Je me souviens des policiers qui étaient obligés de sortir leurs armes pour ne pas se faire lyncher. C'était plus les mêmes que ceux du début. Non, c'est plus les mêmes. Ça, voilà, mais ça finit toujours comme ça. La rue appartient à la canaille, pas aux honnêtes gens. Les honnêtes gens se déplacent le jour des élections. Mais est-ce que c'est pas l'occasion ? La rue appartient à la canaille quand on laisse la rue à la canaille aussi. Non, mais comment faire ça veut dire quoi ? Pardon, ça veut dire quoi laisser la rue ? Ça veut dire quoi ? On ne va pas aller manifester pour ce genre de revendication. Ça veut dire quoi, laisser la rue à la canaille ? Il y a un truc assez simple, mais je ne veux pas non plus déflorer le coup de gueule. C'est que quand les manifestations sont une spécialité de la gauche, avec tout ce qui l'accompagne, quand toutes les manifestations finissent d'une manière ou d'une autre par dégénérer, et que... Il y a des pillages, en gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Et des affrontements avec la police. On considère que c'est comme ça, on ne va pas y aller, ce sera dans les urnes, on reste invisible, et qu'on donne la rue. La rue, c'est l'espace public. Mais c'est ce que disait Cyril, alors. Vous dites la même chose que Cyril. Non, quand on laisse la rue. Où êtes-vous ? Quand on laisse la rue à l'extrême gauche, voilà ce qui se passe. Où êtes-vous aux élections ? Et vous vous dites, où êtes-vous dans la rue ? Non, mais comment faire ? Vous êtes dans la rue. Et en démocratie, ce sont les élections qui font le gouvernement, ça n'est pas la rue. Ah bon ? Parce que moi, j'ai vu ce qui s'est passé à la dissolution. Je ne crois pas qu'en démocratie, ce soit les élections qui fassent... Mais si, même si on peut le déplorer, si. Quel est le résultat ? Jacques Georges. Moi, je voudrais simplement dire ceci. Quel est le résultat net de tout ça, de tout ce bazar ? Ça consolide l'agonie. C'est-à-dire, ça consolide Macron, qui n'a pas d'idée. L'agonie. L'agonie, nous vivons une lente agonie. D'accord. Et on sait comment se terminent les agonies en général. Bon, mais on ne sait pas quand. C'est pour ça qu'on est joyeux. On est joyeux parce que l'agonie, c'est seulement demain. C'est pas grave. Mais pour les autres. Mais c'est la certitude. Voilà. Nous empruntons 5 000 € par seconde. Voilà, ça peut parler à tout le monde. 5 000 € par seconde en ce moment même. Et on est en train de pinailler sur 44 milliards alors qu'il en faut 200. Oui, mais voilà. Mais c'est tout le problème. Non, mais ça ne serait pas si grave si on avait la croissance. Mais non. Mais il faudrait. Oui, mais ça, mais c'est au lieu de la croissance. Non, mais terminé. Si on avait 4% de croissance. Grâce à nous. Mais personne n'a 4% de croissance. Il y a très peu de pays. Excusez-moi, l'Argentine. C'est terminé. C'est terminé pour l'Europe. C'est fini. Tariq Dali. Mais si on essayait de faire les économies là où il y avait à en avoir plutôt que de chercher des bouts de chandelle, excusez-moi, mais enfin l'histoire des jours fériés, c'est à pleurer de rire. C'est grotesque. Ça fait économiser 5-6 milliards. C'est grotesque. Les aides au développement, c'est combien ?
Les 400... D'après les chiffres, c'est pas tant que ça. Les 450 milliards de dépenses sociales. Vous croyez qu'on peut pas, par exemple, annuler toutes les cartes vitales au 31 décembre et tout le monde la refait? Comme ça, il y aura 6 millions de cartes vitales qui disparaîtront en remboursant plus ces gens. Je réponds à la place de l'administration parce qu'on ne sait pas faire, en fait. Si, on sait très bien faire. On sait très bien. Attendez, votre carte Visa de banque, elle est valable 3 ans. Comment ça se fait que ma carte vitale... Mais il n'y a pas 65 millions de gens qui changent de carte le même jour. Mais on peut... C'est pour ça que Visa tient le coup. Si je dis au 31 décembre, ça peut être au 31 décembre 2026, mais enfin, j'en sais rien. Il faut prendre les vraies mesures, s'intéresser aux vrais sujets. Là, on se fout de la gueule du monde. On ne veut pas traiter les sujets. On prend la question des économies comme une question technique. Où je vais couper, mais d'abord posons-nous la question politique. Quels sont mes objectifs? Quelle est la société que je veux? Et à partir de là, il en découle quoi comme appareil étatique, gouvernemental? La société que les gens veulent, c'est la liste de revendications qu'a cité Jacques Georges. Mais c'est faux. Non. Vous croyez? Mais ça, c'est des Ukrainiens de... Malheureusement, tu as raison. Malheureusement, ces revendications totalement à côté de la plaque et irréalistes et impossibles qui conduisent au désastre, elles sont populaires. Non, j'y crois pas. Malheureusement. Mais elles sont populaires chez ceux qui en bénéficient. Tout à l'heure, je vous ai provoqué en citant Gabriel Attal. Je suis étonné que vous n'ayez pas réagi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est le logiciel de 1945 et qu'on est en 2025 et qu'on n'a pas changé le logiciel? Le logiciel de 1945 qui faisait des usines. Ça n'a rien à voir. Oui, mais il voulait plus de protection sociale. Aujourd'hui, le logiciel de 2025, c'est ça, sans les usines. Oui, mais pardon, le logiciel de 45, il voulait plus de protection sociale et plus de vacances. Il en avait les moyens, puisqu'il fabriquait les usines. Il en avait les moyens parce qu'il y avait du pétrole. Les désastres volontairement. Parce qu'on faisait 5% de croissance et parce qu'il y avait du pétrole, fondamentalement. Ouais. Les deux sont finis. Et définitivement finis. Non, du pétrole, il y en a toujours autant. Il y en a sans doute jamais eu autant. Le peak oil, en fait, il est loin d'être atteint. Mais c'est pas ça. C'est que maintenant, nous avons tous... collectivement, une forme de culpabilité en consommant du pétrole et du plastique. Culpabilité de quoi? C'est très exactement ce que je voulais dire. Combien nous coûte la transition écologique? C'est un scandale absolu. On a détruit le nucléaire, on a détruit l'industrie automobile, on est en train de détruire l'agriculture et on continue à déverser dans le tonneau des Danaïdes. Et pourtant, vous parlez aux nouvelles générations. Lorsque j'ai entendu... avec l'immigration, la perte de souveraineté, la transition énergétique, c'est une forme de suicide. On a 150 milliards tout de suite sous le sabot d'un cheval. Je pense que le réalisateur a dû partir se promener parce qu'il ne nie même plus. Vous parlez tous ensemble. Non, on n'a pas. Je pense qu'il est désespéré. Je vais le retrouver à l'agonie en coulisses. Non, Cyril. Moi, je voulais. Jacques Georges. Croze la fois prochaine, comme ça sera plus calme. Non, je voulais juste rebondir sur ce fameux modèle de 45. En 45, on partait de pratiquement rien. C'est-à-dire que on a institué la sécurité sociale, ce qui est un grand progrès pour le peuple. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Mais depuis, il y a eu une surenchère de dépenses sociales qui fait qu'on est devenu accro à l'État-providence, comme des diabétiques avec le sucre, et que maintenant c'est devenu extrêmement difficile. Et quand vous posiez la question de la popularité et de la légitimité de ces revendications, moi j'ai peur qu'elles soient très répandues chez les gens. De toute façon, ce système s'arrêtera quand il n'aura plus les moyens de survivre. Il est extrêmement difficile de revenir sur ce que François Mitterrand appelait les acquis sociaux pour les gens. C'est un espèce de droit comme un droit de l'homme, et il est hors de question, ils se mobiliseront, et ils iront tout casser si on leur retire leur petit complément retraite ou santé. Mais quand tu auras plus ça, c'est un vrai problème. Quand tu n'auras plus les moyens, il va se passer un truc qui va être un facteur extraordinaire de violence et qu'on commence déjà à observer. C'est qu'en fait, il va y avoir une lutte entre les groupes pour avoir accès aux dernières ressources de l'État. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, les gens réclament à l'État plus d'argent. Oui. Moins l'État a d'argent, plus les gens, ça se scinde en groupes concurrents qui se battent pour avoir accès aux ressources. Et on va avoir des oppositions générationnelles, on va avoir des oppositions ethnico-culturelles, on va avoir des oppositions de tous les niveaux. Vous avez raison. Les jeunes vont dire pourquoi on soigne les vieux qui ont un cancer, puisque moi, j'ai pas de cancer. Et c'est vrai aussi entre pays, hein. Entre groupes de pays, les producteurs de pétrole seront mieux que ceux qui en consomment. Hein. Ça serait mieux. Oui. Et nous, malheureusement, les Européens, on cumule tout, on a tout. On a tout ce qui ne va pas, on s'est trompé à peu près sur tous les domaines, on a raté à peu près tout au niveau européen. C'est un Européen convaincu qui vous le dit, mais malheureusement, on est mal barré. On est très mal barré. Et pourtant, on reste un pôle d'attraction. Et un pôle d'attraction pour qui ? Pour plein de gens qui disent l'Europe, c'est quand même l'endroit où j'aimerais vivre.
En qualité de vie. Ah oui, mais ça, c'est la qualité de vie. Parce que l'Europe vit en qualité de vie, en démocratie, en dialogue entre les gens. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la géographie. Non, la douceur de vivre, elle est en Europe aujourd'hui. Mais c'est un héritage. Mais parce que l'Europe vit à crédit et qu'un jour, ça va se terminer. Voilà. C'est un héritage. Voilà. Messieurs, on va devoir s'arrêter là sur ces bonnes paroles. Dans quelques secondes, nous nous retrouvons pour le coup de gueule, coup de cœur. C'est Cyril qui va commencer. Allez, à tout de suite. Rebonjour à tous. Coup de gueule, coup de cœur. C'est Cyril Benassar qui commence. C'est un coup de gueule ou un coup de cœur, Cyril, pour commencer ? C'est les deux. Pour commencer, je vais commencer par le coup de gueule qu'on avait rebaptisé coup de pied parce qu'on trouvait ça un peu... Non, coup de gueule. Allez, on reste à coup de gueule. Allez. Alors, coup de gueule, c'est plutôt une consternation. C'est sur cette nouvelle mode qui est partie de Chine, qui est passée par les États-Unis et qui nous arrive via les réseaux sociaux. C'est la tétine pour adultes. J'ai découvert ça, j'étais effaré, la tétine pour adultes. Moi aussi, mais ça fait longtemps que ça existe, ce truc ? Je ne sais pas. Moi, je l'ai découvert assez récemment. Oui, moi aussi. J'ignore si c'est vieux, mais je trouve que c'est assez symptomatique de l'infantilisation des nouvelles générations. Alors, j'allais dire dans le monde occidental, il se trouve que ça arrive par la Chine, je suis assez surpris, mais je trouve qu'il y a comme ça une mode de régression, d'infantilisation, de syndrome de Peter Pan, de toute une génération occidentale qui ne veut plus grandir. Moi, je fais souvent les brocantes avec mon fils le dimanche. J'observe beaucoup d'adultes qui collectionnent les Playmobil, les Lego, les cartes Pokémon, qui sont passionnés par ça, c'est leur vie. Beaucoup d'adultes qui jouent aux jeux vidéo, qui sont nostalgiques des dessins animés qu'ils regardaient quand ils étaient petits, ils entendent le générique, ils se mettent à chanter. Donc voilà, je suis consterné et je trouve que cette tétine, on est au bout du bout, quoi. On n'est plus un retour à l'enfance, c'est un retour dans les couches, quoi. Je sais pas jusqu'où ça va. Vous me le retirez de la bouche, je pensais à la mode des couches pour les adultes. Pour les 30 ans. Ok, merci. Donc ça, c'est votre coup de gueule. Et maintenant, mon coup de cœur, c'est une décision de justice. Alors, une fois n'est pas coutume, parce qu'on déplore souvent des décisions de justice qu'on ne comprend pas, qu'on trouve totalement laxistes. Je pense, il y a quelque temps, à ce type en moto qui avait foncé sur un gendarme et qui s'en est tiré avec un rappel à la loi. Tout le monde a été effaré. Et puis là, il y a eu, en Haute-Savoie, des touristes israéliens qui ont retrouvé leur véhicule tagué « Free Palestine », sur le simple fait qu'ils étaient juifs ou israéliens, enfin peu importe. Et le type a pris 16 mois de prison, dont 8 mois ferme. Je trouve que c'est énorme pour un simple tag, mais je pense que la justice a pris conscience que ça n'était plus un fait divers, que c'était un fait de société, que c'était un mouvement qui prend les aspects d'une espèce de résistance, parce qu'on a même un gérant de parc d'attractions qui a refusé des enfants juifs. Donc là, c'est pas quelques marginaux déviants, radicalisés, délinquants, tout ce qu'on veut. C'est un peu monsieur tout le monde. Et le fait que la justice frappe fort sur si on isole l'événement tagué sur une voiture, bon, ça mange pas de pain, mais ce que ça implique, c'est-à-dire que le fait qu'on s'en prenne à des juifs pour dénoncer la politique de Netanyahou, qu'on a le droit de dénoncer même vivement, ça devient très inquiétant. C'est comme si demain, pour dénoncer la politique du régime algérien, on allait casser la gueule à l'épicier du coin. Ça revient à peu près à la même chose. Et donc que la justice soit impitoyable là-dessus, c'est mon coup de cœur. Parfait. Merci beaucoup. Tariq, coup de gueule, coup de cœur, vous commencez par quoi ? Par le coup de gueule. Par le coup de gueule, ok. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de Kaja Kallas. Donc, c'est une Estonienne qui est ancien Premier ministre du parti jumeau de Macron, qui continue à confondre Russie et Union soviétique, comme beaucoup de gens. Mais l'Europe est en train... Le problème, c'est que l'Europe est en train de se rendre compte de son incompétence crasse. Alors, l'affaire remonte au début de l'été. Ça fait quand même aujourd'hui bientôt 1 an que Boualem Sansal moisit en prison en Algérie. Naturellement, elle a été saisie justement au titre de ses fonctions de représentante des affaires étrangères. Ses services lui ont transmis le dossier. Et lorsque la présidente du comité de soutien l'a rencontrée, Noël Lenoir, eh bien, Kaja Kallas n'a rien trouvé de mieux. Elle lui dit, vous pouvez m'appeler. Elle n'avait jamais entendu parler de Boualem Sansal. Donc on s'est rendu compte déjà il y a un certain temps qu'elle ne s'intéressait qu'à la Russie, était obsédée que par la Russie. Eh bien voilà, donc on a en direct l'incompétence crasse. Et il faut penser que cette dame avait même été pressentie pour être secrétaire générale de l'OTAN. Mais bon, à ce titre-là, peut-être qu'elle aurait demandé le déploiement de forces devant la République démocratique allemande ou devant la République socialiste fédérative de Tchécoslovaquie. Voilà à qui on a affaire au plus haut sommet de l'Europe, de l'Union européenne.
Beaucoup de gueule. Alors maintenant, le coup de cœur, c'est un rapport avec l'histoire de ces régions-là. Mon coup de cœur ira à Frédéric Masquelier. Okay. C'est le maire de Saint-Raphaël, dans le Var. Jolie ville. Eh bien, samedi dernier, le 23 août, jour anniversaire du pacte germano-soviétique de 1939, il a dévoilé une stèle à la mémoire des victimes du totalitarisme communiste. Eh bien, croyez-le si vous voulez, il n'y en a jamais eu. Ça fait, il y a eu des tas de bouquins là-dessus. Le livre noir du communisme et beaucoup d'études ont établi que le communisme a tué 100 millions de morts. Il n'y a jamais rien eu là-dessus. Et pire même, la gauche s'est insurgée contre l'événement. La feuille de chou communiste, l'Humanité, s'est même fondue d'une accusation, excusez du peu, de révisionnisme. Elle a accusé M. Masquelier et les organisateurs de cette petite manifestation de révisionnisme. Alors il faut féliciter aussi, outre M. Masquelier, le Conseil général du Var, qui s'est associé à l'événement, ainsi que le maire de Cannes, David Disnard, qui s'est associé à l'événement. Ce qui permet aussi de montrer du doigt, mais je ne peux pas m'empêcher de terminer par un demi-coup de gueule, les autres responsables du gouvernement, les responsables du gouvernement français, à commencer par ceux qui se prétendent de droite, on ne les a pas vus non plus. Donc c'est pas seulement les victimes de l'URSS. Totalitarisme communiste. C'est globalement tout ce qui s'est passé. C'est la Corée du Nord, c'est le Vietnam, c'est la Chine communiste, Mao, les sans-fleurs, tout ce que vous voudrez. Voilà. Cuba, et l'Afrique, ce qui s'est passé en Afrique aussi. Le Cambodge qui a décimé 30 à 40% de sa propre population. Et ça, on n'a jamais vu ça ailleurs que dans un régime communiste. Absolument. Merci beaucoup. Jacques Georges. Alors moi, je vais commencer par un coup de cœur. Alors, quand j'ai intégré la rue Saint-Guillaume en octobre 1962, on m'a donné une liste de bouquins longue comme ça. J'ai jamais eu autant de ma vie. Saint-Guillaume, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sciences Po. Et dans ces bouquins, il y avait celui-là, Le romantisme fasciste de Paul Ceran. Et je dois dire, ce livre, je l'ai retrouvé dans ma bibli. C'est un beau livre. J'ai pas le temps de lire ce que j'ai écrit, mais c'est un livre qui m'a marqué. Mais alors vraiment, c'est peut-être un des livres qui m'a le plus marqué. Le romantisme fasciste. Le romantisme fasciste. Il a été réédité il y a pas si longtemps, et Paul Ceran est mort il y a pas si longtemps. D'accord. Et il parle de Abel Bonnard, Robert Brasillac, Louis-Ferdinand Céline, Alphonse de Chateaubriand, Pierre Drieux-La Rochelle et Lucien Rebattet. Tous ces gens-là, moi je les ai lus après. Ça m'a toujours changé, Sciences Po. Oui, mais déjà à l'époque c'était très bourgeois. C'était dans la liste des livres à lire. Absolument. Et alors il a oublié quand même. Il a oublié Jacques-Benoît Méchain. Jacques-Benoît Méchain, je ne sais pas si ça dit beaucoup aux contemporains, mais enfin moi ça me dit pas mal. J'ai lu pas mal de bouquins de Jacques-Benoît Méchain, et j'ai lu notamment Au fil du temps, qui est son mémoire en 3 tomes, il y a longtemps déjà. Et puis depuis peu, là, j'ai entendu sur Radio Courtoisie Éric Roussel parler de son dernier bouquin, Jusqu'au bout de la nuit, qui raconte la vie de Jacques-Benoît Méchain, qui a été un collabo militaire maxi, et qui ensuite a changé de peau, mais complètement, est devenu le grand spécialiste du monde arabe, français et même européen, du monde arabe, est devenu le grand ami de Nasser, le grand ami de... Là, on est toujours dans votre coup de cœur. C'est pas un coup là, je sais. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu trop. C'est un coup de cœur copieux. Ça va ensemble, la collaboration et l'islamophilie. Oui, c'est vrai. Alors bon, bref, en tout cas, ce bouquin, moi, c'est un bouquin qui m'a passionné, mais sur lequel je sais quand même une petite critique, c'est qu'il y a un manque d'empathie. Éric Roussel s'intéresse au sujet, prétend qu'il a été l'ami de Jacques-Benoît Méchain, mais en fait, il le juge. Et il le juge de manière... Vous êtes sacrément provocateur en nous citant des collabos quand même. Oui, hein. oui. Là, on va avoir un peu de mal quand même. Oui, on va avoir du mal, oui. On va avoir un peu de mal. Bon, alors je vais changer de sujet. Allez, votre coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, c'est sur les monuments aux morts. Enfin, moi, j'ai toujours été passionné par les monuments aux morts. J'aime bien les cimetières en général, c'est romantique aussi, ça. Et particulièrement les monuments aux morts. Quand j'arrive dans un village, en général, je vais voir le monument aux morts. Et quand j'étais jeune, moi, ma famille des deux côtés, ce sont des patriotes à fond la caisse. On s'appelait Napoléon dans ma famille paternelle depuis des générations. On est patriotes. Et moi, quand j'étais petit, on m'emmenait à l'école. Le 11 novembre, on versait une larme il y avait des membres de ma famille et tout le bazar. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Et maintenant, je dois dire que j'ai
j'ai tourné façon Audrey de La Rochelle et Céline. J'ai tourné pacifiste, anti-belliciste. Et je dois dire que ça fait le lien avec l'Ukraine aujourd'hui. Je veux dire, le bilan de Zelensky. Il a perdu 20% de son territoire, il a perdu 40% de son PIB, il a perdu 50% de sa population. Franchement, les morts, je pense que les morts de la guerre de 14, et je pense que les morts de l'Ukraine aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais ce sont des cocus. Ok, merci. Rien ne vaut. C'est dur à entendre pour nos ancêtres. Je suis choqué par ce que j'entends. Vraiment. Si je peux dire juste un mot rapide. Moi aussi, à chaque fois que je traverse la France, dans le plus petit village, je suis ému aux larmes par le monument aux morts, en voyant que 4-5 membres de la même famille, des Jules, des Gaston, sont morts dans cette guerre. Oui. Et je trouve pour quel résultat? Mais pour quel résultat? Le fait qu'on ait résisté à une invasion allemande, comme les Ukrainiens résistent à une invasion russe. Alors, le bilan, on peut dire, effectivement, il y a beaucoup de morts, mais sans ces morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Capituler? Non, c'est pas que le bilan. Attendez, on peut pas rentrer dans un nouveau débat. Non, mais c'est un point important. C'est en train de bouffer votre temps sur votre coup de gueule et votre coup de cœur, Franck. C'est pas correct. C'est pas correct. Hein. Je reconnais que c'est lâche, mais j'ai un réalisateur qui me dit qu'on est en train de débattre. On refera ce débat, si vous voulez bien. On refera ce débat. Moi aussi, je dois dire, je suis un peu... Là, vous m'avez urtiqué. Hein. Oui, mais... oui. Mon arrière-grand-père cocu de la République. Non, malheureusement, je savais, j'avais cette discussion. Non, mais le mot est fort, mais... Oui, c'est vrai que le mot est trop fort. Mais j'avais ces discussions avec mon grand-père, il est mort en 62, c'est pour vous dire. Hein. Même déjà 62, j'avais 18 ans, j'avais ces discussions avec lui juste avant de mourir. Hein. Je disais, tu es un cocu, malheureusement. Je disais déjà ça à l'époque. Eh ben, écoutez... C'est mon grand-père qui disait ça. Alors, coup de gueule ou coup de cœur, Franck Martini? On commence. Les deux. Ok, par quoi vous commencez? Par Marine Le Pen, le Rassemblement National. Donc c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? C'est un coup de gueule. Ok. Et qui d'ailleurs est lié au coup de cœur derrière. On va voir que c'est à peu près la même thématique. Donc Marine Le Pen a dit que, et on lui posait la question par rapport au mouvement... Bloquons tout. Elle a dit le Rassemblement National n'est pas un parti qui a vocation à organiser des manifestations. Je trouve que pour un parti qui se veut un parti populaire et qui, de toute façon, qu'il le veuille ou pas, représente plutôt les classes populaires, dire qu'on n'a pas vocation à organiser des manifestations, ça me paraît extraordinaire. Parce que, d'abord, la question de la visibilité, de la capacité à être là, de la capacité à montrer ses drapeaux, c'est absolument nécessaire. D'une certaine manière, dire écoutez, vous êtes un parti d'invisibles, on ne vous verra que dans l'isoloir. Mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire, déjà, c'est pas ça la fraternité élémentaire entre des gens qui se côtoient et qui peuvent avoir les mêmes combats sociaux ou les mêmes combats politiques. Ça se forge, ça se fabrique dans la proximité, j'allais dire physique, et ça n'existe que justement dans la manifestation. On se manifeste. Si on déserte, on laisse le champ libre, on n'est pas dans la rue, finalement, on est l'électeur fantomatique. Et par contre, on laisse la place à tous ceux qui veulent bien prendre la rue. Donc, il ne peut pas y avoir de mouvement populaire qui ne soit pas un mouvement incarné et qui ne soit pas présent dans la rue à travers des manifestations. Ça n'a pas de sens. Ça, c'était votre coup de gueule. Votre coup de cœur, il est sur quoi? C'est la même chose. D'un seul coup, vous aimez Marine Le Pen parce qu'elle... non, je comprends pas. Alors, développez votre coup de cœur. On avance. On n'est pas parce que vous n'avez pas tous les éléments de la réflexion. Que voit-on en Angleterre aujourd'hui? On voit des drapeaux partout. C'est-à-dire que ça fait des semaines maintenant que... Les Union Jack, vous voulez dire, hein, des non, drapeaux... c'est des croix de Saint-Georges, même des drapeaux gallois ou des drapeaux... selon les royaumes. Écossais, hein, ou les plusieurs ensemble, c'est pas le problème. Et ça, c'est pas... Alors, il n'y a même pas... Il n'y a pas de consigne politique, il n'y a pas un leader politique qui a organisé ça. C'est spontanément que le peuple anglais a hissé les couleurs. A mis des drapeaux anglais partout, au réverbère, ils peignent les ronds-points, ils sont présents, et ils manifestent également. Donc ils occupent la place.
Ils existent. Ils tentent encore d'exister. Je vous cache pas. Et pourquoi Parce que sous les vous insultes. n'avez pas dit pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Oui. Vous savez, vous avez 40 secondes encore. Hein. C'est 1 minute 30 le coup de cœur. Il faut y aller. D'accord. Ben, je vais, les Anglais, je vais ils mettent des drapeaux et ils le mettent pourquoi, ces drapeaux? Ils les mettent pour exister simplement en tant qu'Anglais devant l'invasion migratoire délirante, parce qu'ils sont menacés de disparition. Et que vous avez à la BBC très tranquillement des invités africains qui viennent expliquer aux Anglais que leur drapeau est raciste, qui sont racistes, qui doivent cacher leur drapeau, qui doivent se cacher, qui doivent disparaître. Et tout ça sous l'œil énamouré et protecteur de je ne sais qui de l'intelligentsia britannique. Et donc cette impuissance abominable qui malheureusement ne trouve pas sa juste rétribution, finalement les Anglais y répondent en mettant leur drapeau et en étant présents. Et ça fait suite aussi aux viols qui se sont passés par des migrants qui sont hébergés dans des hôtels. Ça a fait suite au fait qu'on a demandé de lever les drapeaux à Birmingham et que, bien sûr, on a laissé les drapeaux palestiniens. C'est-à-dire que le gouvernement anglais, les autorités anglaises, en général, insultent à leur tour et crachent sur le peuple anglais qui, au moins, a la dignité d'essayer de continuer à exister et à montrer ses drapeaux, contrairement à la position de Marine Le Pen, qui a peur des manifestations. Merci. Manifestement. Voilà. Vous voyez, là, clair. On vient le... Bah oui. Voilà. OK. Oui, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des nuages des marées de drapeaux dans les rues. Mais le problème, c'est que ceux qui gouvernent et ceux qui contrôlent les flux migratoires, ce ne sont pas ceux dont on aura brandi les drapeaux dans les rues, ce seront ceux qui auront gagné les élections. Et c'est là que la lutte dans les démocraties est essentielle. Les prochaines élections, c'est Nigel Farage qui va les gagner. Donc on peut espérer que ça change. Quoi. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je vous vois dans une forme... D'ailleurs, ça s'est entendu, vraiment olympique, estivale. J'espère que vous allez tenir le coup sur la durée. Comptez sur moi pour le faire. Et on se retrouve dans 15 jours. Ce sera le 10 septembre, jour de l'enregistrement. Et on en saura plus sur Bloquons Tout et sur d'autres sujets qui auront avancé. À très vite donc. Merci.